Merci Salim. Donc je prends le relais tout de suite. Et pour faire la transition, je vais parler moi aussi d'espérance de vie. Parce que je viens de lire tout récemment des statistiques des statistiques vraiment qui viennent de sortir sur l'espérance de vie en Chine. C'est vrai que déjà en 2021, on avait observé que l'espérance de vie des Chinois avait dépassé celle des Américains. C'est quand même intéressant. Il est vrai que ce dépassement était lié à la façon dont la Chine avait géré la crise covidienne, contrairement à toutes les âneries qu'on a entendues dans les médias occidentaux sur le sujet. La Chine avait particulièrement bien géré le sujet. Et c'était un sujet d'étonnement, effectivement, de voir que le pays qui se prétend le pays le plus développé, le plus riche, enfin c'est les plus beaux, les plus intelligents aux États-Unis, se voyait quand même coiffé sur le poteau par la Chine en termes d'espérance de vie. Mais il y a une nouveauté, c'est que l'espérance de vie des Chinois a gagné encore une année supplémentaire dans les dernières statistiques fournies par la Banque mondiale et l'ONU. On est à 79 ans. Quand les communistes chinois prennent les rênes d'un pays qui est en vrac en 1949, selon l'ONU, qui a été créée quelques années auparavant, l'espérance de vie des Chinois était, alors selon les estimations, entre 32 et 36 ans. À la mort de Mao Zedong, en 1976, l'espérance de vie des Chinois était déjà à 64 ans. Voilà. Le socialisme en Chine, c'est ça. Ça a été avec Mao Zedong le doublement de l'espérance de vie. Et aujourd'hui, un résultat qui est à 79 ans, très proche de celui des pays développés. Je crois qu'en France, on est entre 81 et 82 ans. Mais la France est un vieux pays industrialisé qui a en plus, grâce aux communistes français qui l'ont créé en 1945, un système de sécurité sociale qui garantit un accès aux soins incomparable avec la plupart des autres pays de la planète. Comparons ce qui est comparable. Alors il y a des grands pays anciennement industrialisés, y compris en Asie, comme le Japon, qui a une très bonne espérance de vie. Voilà. Mais la Chine, ce qui est extraordinaire, et c'est vrai de l'espérance de vie qui reflète l'état sanitaire de la population, c'est sa capacité à surmonter les difficultés, à régler les problèmes, avec une rapidité, une efficacité sans précédent, à une échelle qu'aucun autre pays au monde n'a été capable, évidemment, d'atteindre, puisqu'on parle d'un pays quand même d'un milliard 400 millions d'habitants. Alors si on fait des comparaisons, évidemment, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Moi, les gens qui comparent la Chine et Singapour ou la Chine et la Corée du Sud, ils me font rire. Pourquoi pas comparer la France et Monaco tant qu'on y est? Comparons la Chine et l'Inde. J'aime beaucoup l'Inde. J'y suis allé, c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais ils ont quand même un problème qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. Alors que les Chinois, eux, ils l'ont résolu ce problème. Alors l'explication, on la connaît, elle a été fournie par le plus grand économiste indien, Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1998 tout de même, qui a toujours dit, mais bon, je ne suis pas un adepte du système communiste chinois, mais il faut reconnaître que quand même, dès le départ, ils ont su prendre des mesures drastiques en matière d'éducation, tu parlais d'alphabétisation tout à l'heure, et de santé, qui ont extrait la totalité de la population chinoise, je ne parle pas de la grande majorité, je parle de la totalité de la population chinoise aujourd'hui, des affres, de la misère et du sous-développement. Vous allez en Chine, vous ne verrez pas de bidonville. Vous ne verrez quasiment pas de mendiants. Alors que si vous allez en Inde, et particulièrement dans certains États, à Mumbai, ville immense, il y a quand même un bidonville de 2 millions d'habitants au milieu de la ville, quoi. Ça se voit. En Chine, vous ne verrez pas ça. Bon. Je rappelle d'ailleurs qu'en Inde, au passage, le seul État qui a un IDH, je reprends ta référence de tout à l'heure, un indice de développement humain comparable à celui de la Chine, aujourd'hui c'est le Kerala, gouverné par les communistes, alors par intermittence, depuis 1957. Et on ne voit pas beaucoup de mendiants au Kerala, seul État de l'Inde, je crois, avec la capitale, Delhi, où tous les logements ont l'électricité et les sanitaires. Parce que le socialisme, en fait, c'est ça. C'est donner à toute la population, le vrai socialisme, hein, pas celui de François Hollande, on est d'accord, hein, bon, ou de l'autre, là, comment il s'appelle, là, Raphaël Glucksmann. Bon. Bon. Parlons de choses sérieuses. Le socialisme, c'est le processus historique
par lequel un peuple prend en main son propre destin et sort du sous-développement. C'est ça le socialisme. Partout où ça a fonctionné, c'est ce qui s'est passé. Et la Chine, le Vietnam et Cuba sont, je crois, de bons exemples, mais il faudrait rajouter le Kerala, État indien de 33 millions d'habitants, où des résultats comparables ont été obtenus malgré l'opposition féroce du gouvernement central indien. Bon. En Chine, puisqu'on parle de révolution, c'est un séminaire sur la révolution du XXe siècle, il y a eu plusieurs révolutions en réalité. Alors, on pourrait dire qu'il y en a 4, mais pour simplifier, je vais dire qu'il y en a 3. Bon. Puis c'est plus dialectique, 3. Thèse, antithèse, synthèse. Bon. Et Deng Xiaoping, que vous connaissez un peu, celui qui a succédé à Mao Zedong, dans la direction du Parti communiste, disait notre réforme, là, notre Gaige en chinois, notre réforme, c'est une deuxième révolution. Voilà. Mais je pense qu'il y en a eu 3 parce qu'en réalité, il y a eu 3 phases. D'abord, il y a eu cette révolution incroyable, menée par des communistes chinois, contraints à la fin des années 1920 à se réfugier dans les campagnes, et qui ont transformé complètement la vision de la stratégie révolutionnaire qu'ils avaient héritée de la tradition marxiste. Bon. On est à l'époque où l'internationale communiste, basée à Moscou, donne des directives pour mener la révolution partout où c'est possible. Et l'idée qui prévaut, c'est quand même que c'est la classe ouvrière qui vit plutôt en milieu urbain qui doit être l'avant-garde révolutionnaire, quoi. Mao Zedong comprend, lui, plus vite que les autres, qu'en Chine, les conditions sont différentes. Et donc il va falloir mobiliser cette classe révolutionnaire, immensément nombreuse, et dotée d'une solide tradition, illustrée par les révoltes fréquentes de la population paysanne en Chine, depuis la fondation de la dynastie Han, par des paysans, jusqu'à la révolte des Taiping au XIXe siècle. Il va falloir s'appuyer sur cette paysannerie immense et dotée d'un potentiel révolutionnaire considérable pour faire la révolution en Chine. Et ça, c'est la première révolution. Et c'est Mao Zedong qui en est le principal acteur avec ses camarades du Parti communiste chinois parce qu'il comprend plus vite que les autres qu'il faut s'appuyer sur les paysans. Et donc ce Parti communiste chinois qui est fondé en 1921 dans un local de la concession française de Shanghai, qui est au départ une sorte de club littéraire, matinée de société secrète, qui tente d'organiser le monde ouvrier en Chine, va devenir très rapidement, parce qu'il est rejeté dans les campagnes par la répression menée par Chiang Kai-shek à partir de 1927, un véritable parti révolutionnaire de masse qui encadre des masses paysannes. Ça, c'est la grande révolution de Mao Zedong. Il comprend qu'il faut s'appuyer sur cette paysannerie pauvre qui subit les affres dans un système social complètement arriéré, d'une exploitation économique éhontée, par une caste de propriétaires fonciers, qui en plus, très souvent, comme si ça ne suffisait pas, se transforment en usuriers. Bon, on exploite les paysans, on les affame, et en plus, on leur prête de l'argent à des taux incroyables pour les enfoncer encore plus dans la misère. Ce système que les marxistes chinois, avec Mao Zedong, vont appeler le système semi-féodal. Ça va être la cible numéro 1 de la stratégie révolutionnaire de Mao. Il y a une deuxième cible, c'est le côté, c'est l'oppression impérialiste que subit la Chine. Et là, on rejoint complètement la situation du Vietnam. La Chine n'est pas exactement colonisée, au sens où il n'y a pas une occupation massive du territoire chinois par les puissances coloniales. Mais il y a une quasi-colonisation, puisque, par exemple, les douanes ont été complètement accaparées par les Anglais, qui en retirent le bénéfice. Il y a dans les grandes villes chinoises, à Shanghai, à Wuhan ou ailleurs, des concessions, c'est-à-dire une grande partie du territoire urbain en fait, est contrôlée par des Occidentaux. Alors, anglais essentiellement, mais aussi français, il faut le savoir. Et donc, il va falloir libérer la Chine de cette oppression semi-féodale multiséculaire, en même temps qu'il va falloir la libérer de cette oppression un peu plus récente, qui est celle exercée par les puissances coloniales prédatrices. Les Européens ayant été rejoués en cours de route par les Japonais. Bon,
Il y aura un sérieux problème avec le Japon, d'ailleurs, hein, bon, qui n'est pas tout à fait, d'ailleurs, réglé aujourd'hui. On l'a vu récemment avec la commémoration, le 3 septembre dernier, de la contribution chinoise à la victoire sur le fascisme japonais et le fascisme mondial, d'ailleurs, d'une manière générale. Cette révolution, donc cette première phase, ou cette première révolution, si vous voulez, chinoise, elle va prendre beaucoup de temps parce qu'elle va de la création du Parti communiste chinois en 1921 à, finalement, l'édification du socialisme jusqu'à la fin des années 1950. Bon, avec, évidemment, une date repère qui est 1949, la victoire des communistes, la fondation à Beijing, Pékin, le 1er octobre 1949, de la République populaire de Chine. Ça n'a pas été simple, parce qu'il y a deux périodes. Il y a la période de la conquête du pouvoir. Les communistes installés dans les campagnes vont mener une stratégie de guérilla contre leurs adversaires. Et qui sont ces adversaires? Ce sont les seigneurs de la guerre qui se partagent la Chine à l'époque. Et puis bientôt, très rapidement, bien sûr, Chiang Kai-shek, leur ancien allié issu du Kuomintang, du Parti nationaliste, avec lequel les communistes ont coopéré volontairement, hein, de 1924 à 1927. J'ai visité dernièrement à Guangzhou, à Canton, la fameuse académie de Huangpu. Alors ça s'écrit en cantonais Whampoa, qui est l'académie militaire qui avait été créée par Chiang Kai-shek, dont il était le directeur à l'époque où on coopérait avec les communistes. Alors quand vous visitez le site, il y a une salle, par exemple, où se réunissaient les cadres, et il y a un portrait de Sun Yat-sen, le fondateur de la République de Chine, et un portrait de Lénine. Parce qu'il y avait dans cette pièce le bureau du fameux Borodine, le conseiller soviétique du Kuomintang et du Parti communiste à l'époque. Tous ces gens-là coopéraient, et c'est ce que raconte Malraux, si vous aimez la littérature, dans Les Conquérants et la condition humaine. Bon. Donc, cette révolution, elle aura deux objectifs. Libérer la Chine d'une oppression sociale multiséculaire. Ça se traduira par une immense révolution paysanne. Dans un premier temps, dans les fameux soviets paysans créés dans le Jiangxi, puis dans le Shanxi après la Longue Marche, les communistes organisent les paysans pauvres. Ils prennent des mesures plutôt modérées en direction des paysans moyens, parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, diviser cette paysannerie qui va être le moteur de la révolution. Bon, les réformes seront plus radicales par la suite. Mais ce sont ces paysans qui vont constituer les principales recrues de cette grande armée rouge des ouvriers et paysans, qui deviendra ensuite l'armée populaire de libération, l'APL, dirigée par le fameux Zhu Dai, qui était un militaire chinois qui se rallie à Mao Zedong à l'époque et qui va devenir le chef. Alors, complètement inconnu en France, aujourd'hui vous interrogez qui était Zhu Dai, je ne sais pas, un joueur de foot, non, c'est pas bon. C'est un personnage central. Il y a comme ça des personnages en Chine qui sont d'une importance. Bon, Mao Zedong, je l'ai cité, Zhou Enlai, dont on reparlera, personnage clé. Bon. Cette révolution, elle va évidemment être en même temps une révolution qui va aboutir à la création d'un outil militaire. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Quang tout à l'heure à propos des Vietnamiens, c'est-à-dire qu'il faut se doter d'un outil militaire. Il faut que le parti soit en même temps un parti armé. Pourquoi? Parce que Chiang Kai-shek, à l'époque, il veut massacrer les communistes. Et il envoie, comme ça, des campagnes d'annihilation contre les bases du Jiangxi qui vont contraindre les communistes, on le sait, à faire leur fameuse longue marche, 1934 à 1935. Donc, la deuxième grande idée, après l'idée qu'il faut mobiliser la paysannerie pauvre, qui est la véritable classe révolutionnaire, c'est qu'il faut créer une armée populaire, disciplinée, motivée, où des paysans soldats sont encadrés en fait par des intellectuels révolutionnaires, aguerris, et d'anciens militaires de carrière comme Zhu Dai. C'était ça l'idée. Et c'est la fameuse phrase de Mao Zedong que tout le monde connaît, en Chine, le pouvoir est au bout du fusil. C'est une phrase qui date de cette époque. Bon, parce que face à des gens qui veulent vous exterminer, il n'y a pas tellement de solutions, hein, autre que de se doter d'une force armée supérieure pour ne pas se faire exterminer. Cette stratégie va réussir. L'encerclement des villes par les campagnes, qui est la grande stratégie maoïste, va réussir.
Parce que Mao Zedong a fait une analyse de classe, une analyse marxiste rigoureuse des rapports de classe dans la société chinoise. Il a compris que la contradiction principale, c'était celle entre la paysannerie pauvre et les propriétaires fonciers. Le marxisme, c'est comprendre ce qui se passe dans la société où on veut faire la révolution. Lénine disait, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Ça marche. De même que Lénine avait compris que la contradiction principale était entre les paysans et les seigneurs, hein, dans la Russie impériale, et entre une classe ouvrière déjà très concentrée dans les grandes villes et une bourgeoisie naissante. Et il a écrit un livre, Le développement du capitalisme en Russie, où il explique quelles sont les contradictions de la société russe et pourquoi ça va aboutir à la révolution. Mao Zedong réédite l'exploit de comprendre les raisons pour lesquelles la révolution dont il va prendre la tête va triompher. Ho Chi Minh fera la même chose. C'est pour ça que, pour moi, Lénine, Mao, Ho Chi Minh et Fidel Castro, dont l'ami Saline nous parlera, sont les 4 grands génies politiques révolutionnaires du XXe siècle. Il y en a d'autres, j'aime beaucoup Thomas Sankara par exemple, mais en tout cas ces 4-là, ils ont marqué l'histoire de manière indélébile. On arrive donc à la fondation de la République populaire de Chine, je vous ai parlé des détails, on va construire le socialisme. C'est-à-dire que Mao Zedong, c'est celui qui dit, bon écoutez, il faut bâtir une société socialiste, hein, parce que sinon on va traîner encore cette arriération, cette exploitation, etc. J'insiste sur un point important qui est généralement méconnu. Quelle est la première grande loi votée par les instances législatives de la République populaire de Chine en 1950 ? C'est la loi qui instaure l'égalité homme-femme. C'est la loi qui abolit le patriarcat, qui interdit les mariages infantiles, les mariages tarifés, les mariages forcés, qui interdit le concubinage. Dernièrement, un haut cadre du parti a été condamné pour concubinage. C'est-à-dire le fait d'avoir en plus de sa femme légitime une autre quasi officielle, etc. Interdit. T'as pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'était une vieille tradition. Regardez le film Épouse et concubine, hein, que tout le monde a vu d'ailleurs. En général, les gens le connaissent. Bon, du grand cinéaste chinois, Zhang Yimou, c'est ça, ouais. Donc, c'est une révolution qui va transformer en profondeur la société chinoise parce qu'elle va la débarrasser de ces 2 fléaux qu'étaient le patriarcat le plus archaïque qui soit, où la femme était l'esclave de l'homme. Elle était aussi l'esclave de sa belle-mère dans le système familial chinois traditionnel. Hein. Beaucoup de choses là-dessus dans la littérature chinoise. Il faut lire la littérature chinoise de l'époque. Hein. Mao Dun, Lu Xun, les grands écrivains chinois, Ba Xin. C'est très intéressant. Et puis la deuxième loi, très importante, c'est la loi agraire, qui donne la terre aux paysans. Samir Amin, que certains connaissent peut-être, un grand économiste, qui m'a fait l'honneur de préfacer un de mes livres, Samir Amin a écrit un texte où il dit « Il y a 2 pays dans le monde qui ont fait ça, qui ont donné un droit héréditaire à la famille paysanne, à la terre. C'est la Chine et le Vietnam. » En Chine, vous êtes paysan, c'est qu'en général vos parents l'étaient, vous exploitez, vous avez un droit d'exploitation exclusif et héréditaire que vous transmettez à vos enfants. Si vos enfants ne veulent plus être paysans, alors c'est souvent le cas maintenant, puisque la population s'est beaucoup urbanisée, on va attribuer ce droit d'exploitation à quelqu'un d'autre. C'est logique. D'accord ? Mais vous avez un droit héréditaire. C'est la raison pour laquelle aussi le taux de propriétaire de son logement à la campagne en Chine est de 100%. 100% des gens qui vivent dans les campagnes sont propriétaires de leur logement. Parce que le droit à la terre était lié aussi au droit à la maison familiale. Alors je suis allé sur place, je l'ai vu aussi, parce que ça aide un peu quand même d'aller voir. Voilà. Ça, c'est une révolution. Une révolution, c'est pas 2 ou 3 types qui font les marioles comme ça, qui lancent des pavés, voilà, la révolution. Vous savez, les révolutions oranges, là, fomentées par la CIA un peu partout. Non, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'est un mouvement de très longue durée, mené par une organisation révolutionnaire aguerrie, qui s'est dotée d'une idéologie, qui a une colonne vertébrale idéologique, qui sait où elle va. Il faut des types comme Lénine, Mao, Castro, ça ne s'invente pas. Bon. Et qui décide de prendre le pouvoir, non pas pour en jouir, mais pour transformer la société. La révolution est l'acte par lequel une organisation révolutionnaire s'empare du pouvoir pour transformer les structures même de la société. C'est ce qu'ont fait les communistes chinois. Ils ont transformé les structures d'une société qui était féodale, archaïque, patriarcale, assez ignoble à mains égards, en une société moderne. Voilà.
où les individus jouissent de droits égaux et où tout le monde peut accéder à une nourriture décente, à un logement décent, à une éducation, à la santé et au transport. Et ça, je balaye les décennies, là, j'arrive au temps présent, c'est la Chine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, depuis que le gouvernement chinois, et ça a été reconnu par l'ONU et la Banque mondiale, a éradiqué la grande pauvreté, depuis que le gouvernement chinois a mis en place une sécurité sociale généralisée et porté l'espérance de vie, nous l'avons vu, à 79 ans, depuis que tous les logements en Chine ont l'électricité et les sanitaires, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays asiatiques, ben on peut dire qu'il y a une révolution qui s'est accomplie. La révolution, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. C'est une transformation réelle des conditions d'existence de la population. Et c'est ça le socialisme. C'est pas autre chose. S'il y a cette transformation effective, et si on continue d'aller dans cette direction, parce que je rappelle qu'aujourd'hui même, en Chine, on continue d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer l'état sanitaire de la population, de construire des lignes à grande vitesse pour que les gens se déplacent rapidement, etc. Si on continue d'améliorer les conditions de vie, ben c'est qu'on est dans le socialisme. Le socialisme n'est pas un résultat, c'est un processus. Alors bien sûr qu'on peut le juger au vu des résultats, mais il faut regarder le processus. La Chine, elle est sortie de la misère crasse dans laquelle elle était grâce au socialisme, grâce au Parti communiste chinois, grâce à Mao Zedong. Ça, aucune réécriture bourgeoise et impérialiste de l'histoire ne l'enlèvera. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, tous les imbéciles qui vous parlent de Mao qui a tué 100 millions de personnes. Non, Mao c'est 70 millions, pardon. Vous savez, vous lisez ça partout. Le communisme, 100 millions de morts. Et Mao, lui seul, 70 millions de morts. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ne vous laissez pas abuser par ces imbécilités. Lisez des choses sérieuses. Franchement, les jeunes, je m'adresse à vous, ne véhiculez pas ces idioties qu'on entend dans les médias français sur la Chine. Bon, faut dire que la plus grosse ânerie, ça a été quand même le génocide des Ouïghours. Ah, ça, c'est extraordinaire. La population ouïghour, elle a été multipliée par 4. Ah, ils sont très forts, les Chinois. Ils génocident un peuple en multipliant sa population par 4. Arrêtons les idioties. Bon, ce sont des sujets sur lesquels il faut creuser un peu, mais je n'ai pas trop le temps de le faire. Ça, c'est la première grande révolution. On a construit le socialisme. Et puis, il y a eu l'étape de la révolution culturelle, où le Parti communiste chinois, enfin une partie, le Parti communiste chinois, a voulu aller encore plus loin, trop vite, en s'y prenant mal, il faut le dire. Avec quand même une belle ambition. C'est vrai, l'idée de créer une société égalitaire et frugale, c'est beau, mais enfin, ils ont compris que, rapidement, ça allait quand même mal finir. Et même s'il n'y a pas eu que des aspects négatifs dans la révolution culturelle, Xi Jinping lui-même l'a dit, d'avoir travaillé, d'avoir vécu 8 ans dans une grotte et d'avoir travaillé avec les paysans, ça l'a forgé le caractère. Voilà, ils ont décidé, après, à la fin des années 1970, de recentrer leur action sur des choses beaucoup plus concrètes. On a beaucoup moins parlé d'idéologie, mais on s'est lancé dans les fameuses 4 modernisations, dont Zhou Enlai, personnage très important, Premier ministre de la Chine de 1949 à 1976 quand même. Donc Zhou Enlai avait lancé l'idée dès les années 1960. Et donc Deng Xiaoping était un peu l'orfèvre, si vous voulez. Voilà, celui qui allait mettre tout ça en musique. Les 4 modernisations de l'industrie, de l'agriculture, de la science et de la technique et de la défense. Or, c'est exactement le programme qui a été appliqué. L'agriculture, mais l'agriculture chinoise, elle est prospère. Ils ont décollectivisé l'agriculture qui avait été collectivisée à outrance à l'époque de la collectivisation, pour revenir à l'idée première qui était celle de la réforme agraire de 1950, le droit héréditaire à la terre. Alors, il y a des coopératives en Chine, mais sur la base du volontariat. C'est un système assez équilibré. Bon, ça marche très bien. Ils ont, en matière industrielle, accompli des prodiges inouïs. Enfin, la Chine a produit 12 fois plus d'acier que les États-Unis. Hein. Voilà. À elle seule, les projections montrent qu'en 2030, elle assurera à elle seule la moitié de la production industrielle mondiale. On en est là aujourd'hui, avec 20%, peut-être 18% de la population mondiale. La Chine est devenue un géant industriel comme jamais personne ne l'aurait imaginé il y a 20 ou 30 ans. La réussite industrielle de la Chine est stupéfiante. Aucun pays dans l'histoire
n'a accompli de tels prodiges, soyons clairs. La modernisation de la science et de la technique, je crois qu'on peut dire qu'en matière de technologie, les Chinois, ils n'ont pas tellement de leçons à recevoir. Alors on dit oui, mais ils ont copié, mais tout le monde a copié. T'as même cet imbécile de Trump l'a dit récemment, il a dit oui, mais ils ont fait comme tout le monde, nous aussi on a copié. Bon. D'abord, c'est pas tout à fait exact. Je vais citer un exemple concret. Quand la France a coopéré avec les Chinois dans l'aéronautique, alors on a construit des Airbus en Chine, on les a vendus aux Chinois, et ça continue d'ailleurs. Excellent pour ma ville natale, Toulouse, qui est quand même la capitale de l'Airbus. Moi, je suis très content. Mais il est évident qu'à un moment donné, les Chinois, ils vont fabriquer leur propre Airbus. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont mis en ligne, en service, leur premier gros porteur. Et c'est normal, c'est le sens de l'histoire, ça. Ça s'appelle le transfert de technologie. Ça a été très bénéfique à la France, et c'est bénéfique à la Chine. Alors arrêtons de dire des âneries. Les Chinois, ils sont capables aujourd'hui de faire des tas de choses, y compris des choses que nous ne savons pas faire. Tant mieux pour eux, et c'est normal. La Chine retrouve aujourd'hui, et elle va continuer à obtenir, avec les succès qui l'attendent dans les décennies qui viennent, la place centrale dans l'économie mondiale qui était celle de l'époque de l'empereur Tianlong au XVIIIe siècle. Il faut lire les économistes voyageurs du XVIIIe siècle, comme Adam Smith et d'autres, qui étaient éblouis par l'économie chinoise, et y compris l'économie indienne d'ailleurs au XVIIIe siècle, avant la conquête britannique. Il ne faut pas oublier que l'Inde était aussi une grande puissance industrielle, que les Anglais ont détruite. Vous savez que d'après les historiens indiens, l'occupation anglaise de l'Inde a fait 60 millions de morts. Voilà. Donc, la quadruple modernisation, elle a effectivement été une réussite. Alors, ça n'a pas été sans difficulté. Il y a eu dans les années 1990 de fortes tensions sociales en Chine. Parce que quand vous passez d'un système entièrement collectivisé à un système qui l'est un peu moins, c'est difficile. Mais enfin, quand on regarde, on fait une photographie du système social chinois aujourd'hui. Bon, du point de vue qui nous intéresse, donc de la révolution et du socialisme. Oui, clairement, c'est un socialisme en construction, puisque vous avez une prédominance de l'État, donc de la puissance publique, dans la direction de l'économie, qui se traduit de deux façons. D'abord, un système d'économie planifiée. Il y a un plan quinquennal, et tout le monde doit suivre les directives du plan. Donc on a bien une planification socialiste, premier point. Ah, c'est important, parce qu'en France, ça fait longtemps qu'on a renoncé. D'ailleurs, je crois que le dernier commissaire au plan, c'était François Bayrou. C'est tout un symbole, hein. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. En Chine, les gens qui gèrent le plan, ce n'est pas les François Bayrou de Chine. Hein. Les François Bayrou de Chine, je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas au pouvoir, je peux vous le dire. Parce que pour être dirigeant en Chine, il faut faire ses preuves. Hein. Il ne suffit pas de raconter n'importe quoi à la télé pour se faire élire. Hein. Bon, ça ne marche pas comme ça. C'est un système de recrutement méritocratique extrêmement rigoureux, fondé sur une évaluation impitoyable des résultats du responsable, qui gravit les échelons, là, le cursus honorum, là, année après année, si il a des résultats. C'est pas du tout comme chez nous. Hein. C'est bien joli, la démocratie libérale, machin truc, là, mais enfin, bon, quand on voit qui nous gouverne, bon, passons. Je vais rester poli, donc je ne vais pas parler de ça. Donc, l'État dirige l'économie à travers la planification socialiste et à travers, bien sûr, la prédominance écrasante du secteur public. Bon, parce que quand vous lisez dans une presse sans doute mal informée que la Chine a réussi grâce au libéralisme, mais c'est à mourir de rire. 55% des actifs industriels en Chine sont détenus par des entreprises d'État. Il y en a 320 000 au passage, des entreprises d'État en Chine. Donc 97 qui sont énormes. Tous les secteurs clés de l'industrie lourde, bien sûr, l'énergie, le pétrole, le gaz, le nucléaire, le réseau électrique, les télécommunications, toutes les infrastructures de transport, l'armement, tout ça, c'est géré par des entreprises d'État. Le numéro 1 mondial de la production de trains à grande vitesse, c'est CRRC, voilà, c'est l'acronyme en anglais d'une société chinoise, entreprise publique chinoise, qui a 100 000 salariés, qui construit 200 trains par an, dans le monde entier. Entreprise publique. Oui, les entreprises publiques, ça marche, quand c'est bien géré, et quand il y a un État dirigé par des gens sérieux qui fixent le cap. C'est le cas en Chine. Les résultats sont là. L'État contrôle donc l'essentiel, le noyau dur du capital industriel, d'accord ? Il contrôle aussi
le noyau dur du capital financier, puisque 80 à 90% des actifs bancaires en Chine sont entre les mains de l'État. Alors, une banque publique, ce n'est pas un organisme qui est destiné à gagner du fric pour le distribuer à des actionnaires cupides. C'est un organisme de financement de l'économie. Alors, Trump, un jour, a dit un truc pas trop con. Il a dit, oh, c'est pendant son premier mandat, moi j'ai un problème que n'a pas Xi Jinping. Moi, je me bagarre avec la présidente de la Réserve fédérale, on n'est pas d'accord sur la politique économique. Par contre, Xi Jinping, il n'a pas ce problème parce que le président de la Réserve chinoise, c'est lui. C'est plus simple. Quand l'État dirige le secteur bancaire, c'est-à-dire que ce secteur bancaire n'obéit pas à des spéculateurs cupides, mais à un État qui est garant de l'intérêt général, ce n'est pas tout à fait la même chose. Surtout qu'encore une fois, c'est dirigé par des gens compétents, qui auront vu l'intérêt général. La preuve, c'est que ça marche. Engels disait, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. La preuve que le socialisme chinois fonctionne, ce sont ses résultats. Ils sont là. Voilà. Et ils sont incontestables. L'État contrôle, bien sûr, l'assiette foncière, puisque la terre a pour propriétaire ultime l'État lui-même. Elle est concédée aux paysans ou à d'autres opérateurs économiques pour un usage particulier, mais c'est l'État qui contrôle la terre, en fait. Vous ne pouvez pas vous approprier le sol et le sous-sol en Chine. C'est une propriété publique. J'ajoute que, au-delà de cette planification socialiste, de cette prédominance écrasante du secteur public dans l'économie, il y a un important secteur coopératif, donc pas du tout capitaliste. L'entreprise Huawei, vous connaissez ? Ben, c'est une coopérative. Les salariés sont actionnaires. Le patron, il a 1% du capital. C'est un ancien colonel de l'armée chinoise, d'ailleurs. Marrant. Voilà. C'est une entreprise coopérative. Ça, donc c'est possible de faire des entreprises coopératives sans capital. Elle n'est pas cotée en bourse, l'entreprise. C'est pas une entreprise capitaliste, c'est une entreprise coopérative. Donc il y a un secteur coopératif qui est très important. Il y a bien sûr l'immense secteur de l'exploitation familiale qui n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est un mode de production agricole fondé sur l'exploitation familiale dont l'usage est transmis héréditairement. Vous avez un immense secteur de petites entreprises. Il y a 33 ou 34 millions d'entreprises en Chine. Des gens qui font des tas de choses, voilà, petits entrepreneurs. Il y a une classe effectivement d'entrepreneurs privés dont certains sont des capitalistes, mais ils ne contrôlent pas l'économie chinoise, et encore moins le gouvernement. Ah oui, c'est pas comme chez nous. En Chine, le président donne des ordres aux banquiers. En France, les banquiers décident qui sera le prochain président, puisqu'ils contrôlent les médias, qu'ils contrôlent l'opinion. En Chine, vous ne pouvez pas changer de gouvernement, c'est le Parti communiste, c'est comme ça. Désolé, mais c'est comme ça depuis 1949. Mais vous pouvez changer de politique. En France, vous pouvez changer de gouvernement, on peut remplacer Macron par l'autre là qui arrive, là, celui qui a une barbe moitié grise, moitié blanche, là, comment il s'appelle, Édouard Philippe. Mais ça sera la même politique parce que c'est la politique décidée par l'oligarchie financière qui tire les ficelles, hein, qui contrôle les médias, qui contrôle tout. Donc, entre une vraie démocratie populaire dirigée d'une main de fer par un parti communiste, dirigé par des gens compétents, et une oligarchie financière corrompue où des spéculateurs en fait dirigent le pays au service d'intérêts étrangers, ben, faites ce que vous voulez. Moi, mon choix est déjà fait, hein, voilà, pour ce qui me concerne. Quant à l'appréciation du système, évidemment, je ne dis pas que je vais aller m'installer en Chine, je renie mon pays. Non, mais si on porte une appréciation objective de l'efficacité relative de divers systèmes, bah écoutez, voilà. Ma religion est faite, comme dit l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Chine et que tout ça a été fait, s'est déroulé. Hein. Ça n'a pas été un lit de rose, quand même, la construction du socialisme en Chine. Hein. Il faut bien être conscient qu'entre la révolution culturelle, les grandes réformes des années 90, il y a eu beaucoup de tensions sociales. Mais vous voyez, dans les années 1990, il y avait encore de gros problèmes sociaux et de problèmes de sécurité en Chine, dont témoignent les films de Tia Zhangke, par exemple. Ouais, une atmosphère un peu crépusculaire, on voit des personnages un peu bizarres qui errent dans des rues mal éclairées. Bon, c'est fini, ça. La Chine, c'est plus du tout ça. Alors, Xi Jinping y est pour beaucoup, quand même. D'abord, il a multiplié le PIB par 2. Ça aide. Hein. Vous multipliez le PIB par habitant, par 2, on se sent mieux déjà. Je regardais les chiffres dernièrement sur le Bureau des statistiques de la République populaire de Chine sur le salaire, le revenu disponible des Chinois. Mais il a explosé. Les Chinois vivent beaucoup mieux. Je parlais à Guangzhou avec des gens qui venaient d'avoir leur examen d'enseignant. Combien vous allez gagner ?
Alors on convertit en euros, 2000 euros. 2000 euros, un enseignant qui va démarrer là à Shenzhen, il a 24 ans, il va démarrer avec 2000 euros. Un enseignant en France, il démarre en métropole à 1600, 1700, et surtout les prix en Chine, ce n'est pas les prix chez nous. Moi, je mangeais dans un petit resto à côté de mon logement, à Guangzhou, un très bon plat pour 4 euros. Je prenais le taxi, parfois c'était cher, j'arrivais à payer jusqu'à 2,50 euros. Ouais. Quant au TGV, pour aller à 600 km, de Guangzhou à Nanning, 20 euros. Bon, pour multiplier les exemples. Alors, le logement est cher dans les grandes villes, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Bien que les prix de l'immobilier, grâce à la crise provoquée par le gouvernement, il y avait une crise immobilière, mais elle a été en partie provoquée par le gouvernement qui voulait que les prix baissent. Alors, on a mis les dirigeants d'Evergrande en prison, c'est bien fait pour eux, c'était des malandrins. Par contre, les Chinois, aujourd'hui, ils ont davantage de possibilités d'accès au logement parce que les prix ont baissé. Il y a une gestion quand même très, très rationnelle des différents problèmes. Voyez, et Xi Jinping a dit, mais les logements, c'est fait pour habiter, c'est pas fait pour spéculer. Et moyennant quoi, 89% des Chinois, dans les zones qui vivent dans les villes, sont propriétaires. Dans les campagnes, c'est 100%. Si vous faites un ratio, une règle de 3, on est à 92 ou 93% de propriétaires de leur logement en Chine. Ah, quand même, quoi. Et oui, y compris chez les jeunes. Y compris chez les jeunes. Bon. Donc, un système social, je crois que je vais atteindre mon temps de parole, il s'évalue de manière objective, voilà, en considérant des données factuelles. Et c'est vrai que la Chine, elle a fait cette série de révolutions parce que les contradictions devenaient intenables et que c'est en résolvant au fur et à mesure les contradictions qui se présentent dans le cours de l'histoire qu'on fait avancer les choses. Il y a un discours de Xi Jinping très intéressant où il dit mais c'est normal qu'il y ait des contradictions parce que dès qu'il y a des contradictions, ça veut dire qu'il faut lutter. Il dit moi je veux un parti qui lutte. Il dit les gens qui veulent roupiller là, non c'est pas bon ça. Il faut lutter pour résoudre les contradictions au fur et à mesure. Par exemple, je termine avec ça, il y avait une énorme contradiction en Chine entre l'aspiration au développement industriel, alors qui a été largement satisfaite, et la nécessité de préserver des équilibres écologiques. Et en 2013 à Beijing, il y a eu une grave crise atmosphérique, si j'ose dire, pic de pollution où on n'y voyait pas à 3 mètres. C'est fini ça. J'ai passé 15 jours à Beijing récemment, le ciel est bleu, il n'y a aucune pollution. Pareil à Guangzhou, pareil. La contradiction a été résolue. Pourquoi ? Parce que Xi Jinping, il a pris le taureau par les cornes, il a créé une inspection centrale de l'environnement et que les entreprises polluantes ont été sanctionnées et que c'est la norme. Maintenant, c'est la norme. L'orientation du développement de la Chine, avec le socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la qualité de la vie. La nouvelle contradiction, dit Xi Jinping, c'est la contradiction entre le développement insuffisant de notre économie, de notre société, et l'aspiration de la population à une vraie qualité de la vie. C'est pour ça que les Chinois aujourd'hui représentent à eux seuls les 2/3 des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. 18% de la population mondiale fait les 2/3 des investissements mondiaux dans les énergies vertes. Les écologistes devraient adorer la Chine. Ce n'est pas toujours le cas, j'ai l'impression, mais bon, ils devraient. Voilà.